Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Des dizaines de personnes bloquent depuis 3 jours le principal port du Soudan, le port Soudan ainsi que des routes. Les manifestants dénoncent ainsi un accord de paix historique avec des rebelles signé en 2020. La France ne quittera pas le Mali. Propos de la ministre française des Armées Florence Parly s'est exprimée lors d'une visite au Mali où elle a rencontré le gouvernement dominé par les militaires. Les critères d'éligibilité à la présidentielle fait polémique au Gabon. Selon ce projet, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut résider dans le pays durant au moins 6 mois chaque année, durant les 2 années qui précèdent le scrutin. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La France ne quittera pas le Mali. Ce sont là les propos de la ministre française des Armées, Florence Parly, s'est exprimée lors d'une visite au Mali où elle a rencontré le gouvernement dominé par les militaires. Madame Parly a également assuré que la France resterait militairement présente au Mali où elle s'est engagée depuis janvier 2013. Reportage. Nous avons besoin de nous assurer qu'il y a une volonté ici au Mali d'appuyer la CEDEAO pour faire aboutir ce processus de transition politique, ce retour vers la démocratie et la bonne gouvernance, la justice, qui sont seuls à même de créer les ressorts qui permettront au Mali d'affronter les défis du terrorisme islamiste. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de densifier notre coopération pour aider la structuration des forces armées maliennes. Donc, comme vous l'avez compris, nous ne quittons pas le Mali. Et nous avons pu échanger avec le ministre de la Défense et des anciens combattants sur la situation sécuritaire. Nous savons qu'elle reste fragile. C'est pourquoi la France reste déterminée à travailler avec les Maliens pour continuer cette lutte qui nous unit. Nous restons donc déterminés, nous restons présents et nous venons de le prouver à nouveau dans la zone des 3 frontières où après avoir neutralisé une grande partie de son état-major ces derniers mois, eh bien nous avons neutralisé Abou Walid al-Sahraoui en portant un coup décisif à l'EIGS. Le projet de loi controversé dit de la congolité ne sera pas examiné à l'Assemblée nationale, du moins pour la session en cours en ce jour à Lubumbashi. Le président de la Chambre basse congolaise, Christophe Mbosso Nkodia, a confirmé à la presse que ce point n'a pas été retenu parmi la multitude de sujets. Reportage. Le texte de loi qui doit réserver aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle n'est plus une priorité selon Christophe Mbosso, le président de la Chambre basse. La réponse a été apportée aux journalistes qui voulaient connaître le sort réservé à ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. Le texte avait été déposé par Noël Chiani, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Ce dernier a saisi l'Assemblée nationale à travers un député. Une loi qui réveille des tensions politiques. Le camp de Moïse Katumbi a fait part de son hostilité, affirmant que le texte n'allait pas dans la bonne direction, demandant que le projet de loi soit purement et simplement banni. L'auteur de la proposition, Noël Chiani, demeure serein. Ma proposition n'a pas été rejetée, je vous assure qu'elle sera alignée, a-t-il assuré. Les responsables de la jeunesse katangaise mettent en garde, il faut éviter de réveiller les velléités sécessionnistes.
Au Gabon, un projet de loi durcissant les critères d'éligibilité à la présidence fait polémique. Selon ce projet, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut résider dans le pays durant au moins 6 mois chaque année, durant les 2 années qui précèdent le scrutin, ce que dénonce l'opposition. Le gouvernement gabonais a adopté lundi dernier un projet de loi durcissant les critères d'éligibilité à la présidence. Depuis son adoption, ce projet suscite les débats. Et pour cause, il stipule que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut résider dans le pays durant au moins 6 mois chaque année, durant les 2 années qui précèdent le scrutin. Même les diplomates sont concernés. Pour être applicable, le projet doit d'abord être adopté par le Parlement. L'opposition soupçonne un coup tordu à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Possible candidat à la présidentielle de 2023, l'opposant Alessandre Barrault-Chambrier a dénoncé une manœuvre visant à éliminer des adversaires. Actuellement en France, Victoire Lasséné-Dubose, ancienne secrétaire générale du parti au pouvoir passée dans l'opposition, a déploré ce nouveau projet de loi. Elle aussi compte se présenter une 2e fois à la présidentielle. Je demande aux députés et sénateurs de ne pas voter en faveur de cette loi discriminatoire et antidémocratique, a quant à lui plaidé Innocent Bemphone, candidat déclaré depuis les États-Unis. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Gabonais soutiennent que cette disposition vise à écarter Omar Déné Jr., fils d'Omar Bongo, qui réside à Brazzaville, au Congo. Mais Frédéric Bongo, un autre fils d'Omar Bongo envoyé en Afrique du Sud, comme attaché de défense, serait lui aussi exclu. Il faut résider dans le pays pendant une certaine durée pour connaître les réalités des populations qu'on prétend diriger, a de son côté justifié mardi dernier Jessie Ella Ekoga, porte-parole de la présidence de la République. La présidence de Djibouti a annoncé ce dimanche que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, était rentré au pays, et ce, après des rumeurs cette semaine sur son état de santé. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale ce dimanche en fin d'après-midi, à l'issue d'un séjour privé en France. Le retour du chef de l'État marque la poursuite à un rythme encore plus soutenu des efforts au développement du pays, a déclaré la présidence dans un communiqué. Des images montrant sa descente d'avion étaient publiées sur le compte Twitter du président. Le retour au pays d'Ismaël Omar Guelleh intervient alors que des rumeurs ont commencé à circuler lundi dernier sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était hospitalisé à Paris. Le lendemain, le Premier ministre et porte-parole du gouvernement était intervenu publiquement pour les démentir, affirmant qu'il prenait du repos après un surmenage. Réélu pour un 5e mandat en avril avec plus de 98% des voix, le président djiboutien dirige d'une main de fer ce petit pays dont il a su exploiter la position stratégique aux confins de l'Afrique et de l'Arabie. Âgé de 73 ans, Omar Guelleh a succédé en 1999 à son mentor, le premier président de Djibouti, ancienne colonie française devenue indépendante en 1977. Durant ses 4 premiers mandats, il a développé les infrastructures de son pays. Un territoire désertique est devenu un hub commercial régional grâce à sa situation stratégique à la jonction du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Ismaël Omar Guelleh, qui aura plus de 75 ans à la prochaine élection présidentielle et ne pourra ainsi pas se représenter selon la Constitution, pourrait tirer parti de ce mandat pour choisir et désigner son dauphin. La paix a du mal à revenir au Soudan. Des dizaines de personnes bloquent depuis 3 jours le principal port du pays, le port du Soudan, ainsi que des routes. Elles manifestent, dénoncent ainsi un accord de paix historique avec des rebelles signés en 2020. Reportage. En octobre 2020, 18 mois après la destitution d'Omar el-Béchi, qui a régné 30 ans sans partage sur le Soudan, les autorités de transition ont conclu la paix avec des groupes rebelles, mais l'une des plus grandes tribus de l'Est, les Béja, a farouchement rejeté l'accord. Elle assure qu'il ne lui garantit pas une représentation politique adéquate et ses membres mènent une nouvelle fronde. Nous bloquons depuis vendredi la route reliant Port-Soudan au reste du pays, tout comme les routes menant
carburant aux principaux terminaux d'exportation du pétrole, a affirmé l'un des leaders des manifestants. Il assure qu'ils ne lèveront ce blocus que lorsque leurs revendications, à savoir l'annulation des passages de l'accord concernant l'Est du Soudan, seront satisfaits. Port-Soudan voit transiter la grande majorité du commerce extérieur soudanais. La ville abrite également un aéroport international et une raffinerie de pétrole. Dirigé depuis août 2019 par un gouvernement civilo-militaire de transition, le Soudan tente de tourner la page de décennies de conflits internes, mais est aux prises avec de graves difficultés économiques héritées du pouvoir d'El-Béchir, marquées notamment par des sanctions américaines. Au Rwanda, cette fois, Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont terrorisme. C'est au terme d'un procès qualifié de politique par ses soutiens, ses opposants. Cet opposant à Paul Kagame, devenu célèbre pour savoir sauver plus d'1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis, a été jugé à Kigali. Ni lui, ni ses avocats n'ont assisté à l'audience. Reportage. Paul Rusesabagina a fondé une organisation terroriste. Il a contribué financièrement à des activités terroristes, a déclaré la juge Béatrice Mukamurenzi au sujet de l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, jugé pour son soutien au Front de Libération Nationale FLN, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Il a été reconnu coupable ce lundi de terrorisme. Ni l'accusé qui pourra faire appel, ni ses avocats n'étaient présents à la lecture du verdict. Ils ont boycotté les audiences depuis mars, dénonçant un procès politique rendu possible par son enlèvement organisé par les autorités rwandaises, ainsi que des mauvais traitements en détention. Sa peine devait encore être détaillée par le tribunal. La prison à vie avait été requise contre Paul Rusesabagina après avoir été arrêté dans des conditions controversées à Kigali en août 2020. Ce virulent opposant à Paul Kagame a été jugé avec 20 autres personnes de février à juillet pour 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Paul Rusesabagina a participé à la fondation en 2017 du mouvement rwandais pour le changement démocratique, MRCD, dont le FLN est considéré comme le bras armé, mais il a toujours nié toute implication dans ces attaques. Sa famille et ses soutiens n'ont eu de cesse de dénoncer un spectacle mis en place par le gouvernement rwandais pour faire taire un critique et refroidir toute dissidence future. En Afrique du Sud, le nouveau maire de Johannesburg a été tué dans un accident de voiture. L'accident a eu lieu alors que Jolide Matongo revenait d'une campagne pour encourager l'inscription sur les listes électorales dans le township de Soweto. Jolide Matongo, le maire de Johannesburg, a été tué samedi dans un accident de voiture, un peu plus d'un mois après son élection. Âgé de 46 ans, il avait été élu le 10 août à la tête de la capitale économique de l'Afrique du Sud, après la mort du Covid-19 de son prédécesseur. L'accident, dont les circonstances n'ont pas été précisées, a eu lieu alors que le maire revenait d'une campagne pour encourager l'inscription sur les listes électorales dans le township de Soweto, ceci en vue des élections locales du 1er novembre prochain en Afrique du Sud. Rien ne pouvait présager aucun d'entre nous à cette perte soudaine qui a privé le centre économique de notre nation de son second maire en 2 mois, a réagi sur Twitter le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui avait accompagné Jolide Matongo à Soweto. C'est cette information que se referme ce journal. Bonne journée en compagnie de nos programmes.